Bonjour et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Cinéma de RCN, l'émission Grand Écran. Et on est enfin de retour, oui. Petit désolé pour la semaine dernière, on était un petit peu absent. On les a prévus que ça peut arriver. Et oui, la vie active, la vie active, tout ça. Mais c'est l'été, on va quand même donc commencer le mois de juin, notre dernier mois pour la saison, parce que finalement, forcément, RCN après ferme ses portes, on reviendra à la rentrée. Et donc pour commencer l'émission de ce mois-ci, on va quand même revenir sur la petite revue critique du mois de mai, petite mais quand même un peu petite mais intense et gros comme un certain gros lézard. Cette musique de Rocky, ça me donne envie de parler 2 minutes de cette bande-annonce de Rambo 6. Oui, Rambo 6, donc Last Blood. Parce que ça y est, donc Stallone, il est au moment où tous ces héros, que ce soit Stallone, voire même, Stallone, je veux dire tous ces héros, Rocky, voilà, je cherchais, alors que oui, il y a la musique de Rocky. C'était marqué sur le générique. Oui, parce que comme il l'a dit lui-même dans Creed 2, c'était la dernière fois qu'on voyait Rocky, en fait, tout simplement. Donc pour Rambo, c'est un peu sa lettre d'adieu également à ce deuxième personnage iconique de sa carrière. Bien plus bourrin, je pense qu'il va vraiment être fun. Le Last Blood, il va vraiment être fun. À moitié en mode Logan, tu vois, avec le cowboy, Ils vont l'avoir leur vengeance. En parlant de Logan, James Mangold aussi va sortir un nouveau film en novembre qui reviendra sur la rivalité entre Ferrari et Ford durant notamment les mythiques 24 heures du Mans en 1966. Ça a l'air d'être assez audacieux, surtout voir Christian Bale en Ken Miles, je pense que ça peut être rigolo. Qui est encore maigri après avoir joué Dick Cheney. Là il est niveau machiniste. C'est bon. C'est hallucinant. Dans 5 ans il est mort, Christian Bale. Il faut bien se mettre ça en tête. Dans 5 ans il a un diabète niveau 4. Mais je pense qu'il l'a déjà. Il l'a déjà, il y a moyen forcément. Et puis petite discussion pour terminer sur le fameux festival de Cannes, car oui, dans la revue critique on va parler également donc de la Palme d'Or, Parasite de Bong Joon-ho que j'ai vu, et oui c'est vrai que quand même ça reste... On est très heureux de voir Bong Joon-ho gagner une Palme d'Or, mais quand même le magnifique petit foutage de gueule avec les frères Dardenne pour la mise en scène. Et ça, je trouve ça merveilleux. J'ai pas envie de développer ça en fait. Oui, bravo, non, on s'en bat les couilles, voilà. Non, mais vraiment le prix de la mise en scène, mais ça a l'air d'être une blague, quoi. Mais c'est chaud, quoi. Oui, c'est chaud. Par contre, bonne nouvelle pour Les Misérables, donc qui a été Grand Prix ex-aequo, ont également reçu. Non, c'est pas Grand Prix, je crois que c'est prix du jury. Je sais plus. C'est un des deux. Bref, ils ont été. Prix du jury, je crois. Ouais, voilà, prix du jury. Ils l'ont eu ex-aequo. Le film sortira en novembre en France, donc la date de sortie a été annoncée et l'affiche aussi également a été présente. Qui a l'air vraiment chouette. Vraiment chouette, et on sera sur le coup forcément à sa sortie. Donc on va commencer notre revue critique par un film qui est sorti donc fin avril. Oui, ça met du temps, mais enfin on va en parler parce que c'est un bon film et c'est un premier film, et pas n'importe lequel d'ailleurs comme personnage derrière ce film. C'est Jonah Hill, donc acteur américain reconnu, qui a commencé par on va dire par traîner avec le frat pack de ce bon vieux Seth Rogen, Paul Rudd et compagnie. Donc la bande à Judd Apatow, et donc il a même joué dans le Loup de Wall Street de Scorsese. Commence à devenir un acteur très très legit et se met derrière la réalisation. Je parle bien évidemment de 90s, ou plutôt mid-90s en VO. Aux États-Unis. Voilà, donc film sorti le 24 avril, et c'est toi qui vas en parler, Seb. Absolument. Alors de quoi ça parle 90s? Ça parle de Stevie, un garçon de 13 ans, voilà, qui vit aux États-Unis dans les années 90, comme l'indique le titre, et qui vit avec une mère un peu dépassée, divorcée, ou je ne sais plus. Un peu souvent absente. Très absente. Son grand frère qui est assez violent avec lui. Caractériel, voilà. Restons dans le politiquement correct, caractériel. Et qui va se prendre d'amitié avec un groupe de skateurs, voilà, qui, eux, sont beaucoup plus à même à la liberté, à faire du skate dans les skateparks, à fumer des joints. Oui, ils vont le prendre sous son aile et il va plus ou moins trouver sa place, on va dire ça comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur 90s? Plein de choses positives, c'est le coup de cœur de toute la liste qu'on va avoir aujourd'hui. Vraiment, on arrive très vite dans le film, on se rend compte qu'on va vite échapper à la représentation putassière et nostalgique des années 90, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste un contexte, cette époque-là est juste un contexte. L'intérêt du film est vraiment de suivre donc, le personnage de Stevie, mais aussi
toute cette bande de skateurs qui l'entourent, qui sont hautement sympathiques. Les acteurs sont vraiment, enfin, ils sont tous admirables, et Jonah Hill est un très bon directeur d'acteurs pour le coup. Ah ça oui, il y a rien à redire. En termes de direction d'acteurs, enfin tous les personnages, il y a vraiment le côté sur jouer sur l'authenticité. Il restitue totalement l'atmosphère en fait d'une période très particulière. Comme tu l'as dit, c'est pas putassier sur ce coup. Pas du tout. Moi, ce que je trouve assez important, c'est que Hill en fait, il parvient à trouver un point d'équilibre entre la subjectivité illusoire du protagoniste et cette espèce de surplomb en fait qui prendra soin de jamais porter un jugement sur toute l'histoire, parce que finalement l'histoire c'est quoi? C'est plus une chronique qu'un véritable scénario en fait. C'est complètement ça, et on va voir juste Stevie qui va apprendre de ces mecs-là, qui va se poser des questions, on va se poser les questions avec lui aussi. Voilà, est-ce que c'est juste ou pas? Parce qu'on va pas se mentir, cette bande-là font des choses parfois qui sont à la limite, vraiment à la limite de la morale en fait. Oui, totalement. Et du coup se poser la question, mais est-ce que vraiment tu dois aller les voir pour mieux t'intégrer? Qu'est-ce que tu dois faire, etc. Mais jamais dans le jugement, t'as raison. Et ce n'est pas parce qu'on a ce côté-là très proche des personnages, presque docu, mais il y a quand même une vraie volonté de cinéma. Déjà, le film est en 4/3 complètement, voilà, ce qui joue complètement avec le format d'image de l'époque, surtout. 16 mm voilà, aussi. Et 16 mm aussi, voilà. Et non, il y a une vraie composition de plans, il y a des vraies scènes iconiques avec des musiques qu'on n'a vraiment pas l'habitude de trouver dans les films qui parlent de cette époque. Donc là, on trouve les Pixies qu'on écoutera tout à l'heure, mais il y en a vraiment d'autres qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'écouter dans ce film, qui sont basés dans les années 90. Oui, puis par exemple, il y a un morceau de Nirvana, mais c'est Where Did You Sleep Last Night? Donc c'est vraiment pas le morceau qu'on repense particulièrement sur Nirvana. Et qui sont toujours pensés pour rendre service à la narration de ce qui se passe dans la séquence en question. Donc c'est vraiment très très habile. Et donc voilà, on va juste voir ce jeune homme-là faire ses premiers, ses 400 coups, en fait, se découvrir, presque devenir un peu adulte, à découvrir sa première fois sexuelle aussi, qui est quand même assez très très drôle, cette séquence-là. Et voilà, et le film se termine, et comment dire, un peu comme il a commencé. On l'a récupéré, ce personnage-là, quand le film a commencé, et on les quitte avec un film qu'un un mec de la bande des skateurs a filmé tout le long avec sa caméra, et on regarde un peu le générique se fait avec ce film-là. Donc vraiment, c'est pas un film, je dirais, c'est pas un film en hommage aux années 90, mais c'est plutôt le ressenti que Jonah Hill a vécu pendant cette période-là qu'il avait envie de partager. Je pense qu'il y a beaucoup de points, sur sa vie en fait dans ce film, qu'il y a beaucoup de références en fait sur ce qu'il a vécu. Ça m'a sauté un peu à la gueule en fait à la fin, parce que bon, un petit spoil, mais il y a un accident et en fait le personnage donc se retrouve à l'hôpital avec notamment le bras en plâtre, et on comprend qu'il a été touché sur ce bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jonah Hill aussi, il a durant sa jeunesse eu un accident de voiture qui lui a causé une énorme cicatrice sur le bras. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit rarement son bras droit, parce qu'il a toujours un peu une cicatrice assez visible sur l'avant-bras. Mais c'est vrai que en fait, je trouve qu'il y a vraiment un côté où le personnage principal en fait cristallise vraiment toutes les tendances, c'est-à-dire qu'il allait plus vite que les autres, au mépris du danger. D'ailleurs, la fameuse scène de la cascade où il va se viander méchamment. D'ailleurs, c'est ce qui va donner aussi son surnom, Sunburn, sa gentillesse incarnée. Donc le dialogue, notamment avec la fille, qui lui dit quand même You are that age before guys become dicks. Donc c'est-à-dire t'es à un âge où les garçons vont commencer à devenir des salopards. Donc il a pas encore ce statut-là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est formidable l'interprétation du jeune acteur qui s'appelle Sonny Suljic, qui à mon avis on retrouvera bien plus tard, parce qu'il avait joué dans un film de Eli Roth, La prophétie de l'horloge. Il a fait la performance capture du personnage d'Atreus dans God of War. C'est un jeune acteur qui, je pense, qui va vraiment grimper au fil des années, et c'est vraiment un film d'époque sur la culture skate, soutenu par une compilation idéale des 90s. On retrouve le Wu-Tang, on retrouve les Pixies comme tu as dit, le Nirvana, mais il y a également le Wu-Tang, etc. C'est sincère, c'est un film sincère, et c'est ça qui fait du bien à travers ce film, c'est on sent cette sincérité présente constamment du début jusqu'à la fin, que ça soit par l'image, par le traitement, par les personnages, par la bande son, par même la mise en scène. Et forcément, je pense que c'est le gros point qu'on peut dire là-dessus, c'est que Jonah Hill, on sait que c'est un acteur, et on voit que c'est un formidable directeur d'acteur dans ce film. Oui. Voilà.
Généralement, les films réalisés par les acteurs ont une direction d'acteur assez impeccable. En tout cas, réalisés par les bons acteurs. Voilà, tout simplement. Et pour le coup, je trouve j'espère que Jonah Hill continuera par la suite. Autre réalisateur que j'aimerais pas qu'il continue par la suite, enfin surtout dans ce style-là, je parle bien évidemment de Dead Don't Die de Jim Jarmusch, donc sorti le 14 mai. L'histoire, c'est quoi? Dans la petite ville, voilà, déjà film d'ouverture au Festival de Cannes. Voilà. Oui. Ça a bien dû faire rire. On a gâté les festivaliers, bravo. Ça a bien dû faire rire l'intelligentsia de Cannes. Dans la petite ville de Sartreville, des phénomènes étranges apparaissent, les morts reviennent sur Terre et les survivants tentent de s'en sortir. Je vais pas aller plus loin, le film, après, il s'en bat les couilles. C'est une catastrophe sur tous les points. Pour moi, c'est même une insulte, voire peut-être un troll, je l'ai mal compris, au film de genre. Il a un côté radical, forcément, c'est du Jarmusch, mais c'est une comédie avec des zombies qui ressemblent à un règlement de compte par l'absurde sur un rapport à travers le monde. Alors, ça se veut un film méta, il ne l'est pour moi pas du tout. C'est mal utilisé. Il y a une mauvaise interprétation du quatrième mur. C'est totalement gênant. Le film, il est gênant du début jusqu'à la fin. En fait, au début, on est quand même intrigué sur comment ça va se mettre en place, comment tous ces personnages, pourquoi ils vont être là. Et puis au deuxième moment où on voit RZA, on pleure. Parce qu'en fait c'est une blague, parce qu'il fait que des blagues méta, Jim Jarmusch. Alors RZA, il est là parce qu'en fait c'est un livreur du PS, mais c'est Wu PS avec le logo du Wu-Tang, parce que RZA, il a fait partie du Wu-Tang. Voilà, ça c'était la blague de Jim Jarmusch. C'est exactement les réactions qu'il y a eu dans la salle après cette blague d'ailleurs. Ouais, s'il y avait que ça, à un moment donné, il y a une scène avec Adam Driver qui donc est flic dans le comté de Centerville et donne ses clés donc avec le personnage magnifique de Tilda Swinton qui arrive même pas à faire un accent écossais propre, où elle se retrouve, elle lui demande les clés et là elle voit sur le porte-clés il y a un Star Destroyer de Star Wars. Ah, Star Wars, j'adore. Wink wink, Adam Driver, wink wink, il joue dans Star Wars, wink wink. Voilà, c'est embarrassant, les gros clins d'œil, l'évocation du script à un moment donné où il y a Bill Murray qui se pose des questions parce que c'est la fin du monde, mais surtout, mais pourquoi tu tiens ton calme, Adam Driver? Je ne comprends pas. Enfin, pas Adam Driver, mais le nom du personnage. Ah, mais c'est parce que Jim m'a donné le script. Il t'a donné le script. Ah, et voilà. Non, mais le problème de The Dead Don't Die, surtout, c'est que, je veux dire, à la limite que Jim Jarmusch fasse un film où il tape sur la pop culture, à la limite, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que il tape assez gratuitement et j'ai pas l'impression qu'il connaisse grand-chose de la pop culture. C'est surtout ça, je pense. Et encore plus que la pop culture, le film de genre. S'il a pris le film de zombie, c'est parce qu'il n'y a pas plus dans le domaine du film de genre, c'est le plus représentatif de la pop culture maintenant. Oui, totalement, en série, en film, en BD, partout. C'est que ça. Et à la limite, la tension est louable. Mais le problème, c'est qu'il il intègre tous ces éléments qui sont pseudo-fun et tous les codes du film de zombie, mais dans une espèce d'ambiance, alors qu'on pourrait dire à la Jarmusch, c'est vrai, mais qui là décrédibilise tout ce qui se passe à l'écran. Les trucs médias sont gratuits, donc on sent qu'il y a une véritable attention de Jarmusch de flinguer tout ça, de se dire sa colère là-dedans. Le problème, c'est que derrière... Qu'est-ce qui nous pond, lui, comme message, Jarmusch? C'est tout ça, c'est des cons, vous êtes des putains de consommateurs. Très bien, merci beaucoup, c'est le message de fin du film. Vous êtes tous des putains de consommateurs, vous méritez de crever. Alors, bonhomme, pardon, mais si tu connaissais vraiment tes films de zombies, sache qu'il y a 40 ans, Romero sortait un film qui s'appelait Dawn of the Dead, voilà. Zombie en français, qui disait exactement la même chose, avec beaucoup plus de respect pour le genre dans lequel il servait, et que ce n'était pas juste des figures... le zombie n'est pas juste une figure qu'on collectionne dans sa chambre et qu'on tue sur les jeux vidéo en zombie. Enfin bref, c'est aussi et surtout une allégorie de quelque chose, le zombie. Et ça, Romero l'avait compris, et Jarmusch, lui, s'en sert juste pour représenter les pseudo-geeks qu'il veut peindre dans son histoire. Mais comme il n'y a pas vraiment de fond engagé derrière, le film est complètement vain. Totalement, et puis surtout les personnages, tout le monde, tout le casting semble être complètement à l'ouest, mais et qui sert strictement à rien. Enfin, le personnage de Tilda Swinton, en fait, c'est une blague. L'arrivée de la soucoupe volante, vous posez le truc, vous dites ah d'accord. Ah oui, mais c'en est un point où ça ne surprend plus. De toute façon,
comment dire, il casse tous ces effets de surprise ou de mise en scène. Il en veut pas dans son film, hein, il en veut pas. Tout est extrêmement lent et même les trucs qui se veulent fun sont embourbés là-dedans. Et je pense que c'est une volonté de sa part, mais le problème c'est que pour nous dire quoi derrière, rien de spécial. Là où Only Lovers Left Alive sur son film de vampire, pour le coup, reprenait complètement les codes du film de vampire, mais pour les installer dans juste des personnages dans un univers lancinant et qui s'ennuient et qui ne comprennent plus le monde dans lequel ils sont. Et juste, c'était fascinant de les voir comme ça parce qu'il y avait une vraie attention de mise en scène. Là, la mise en scène de The Dead Don't Die, elle n'est pas du tout inspirée en plus. Non. Bah, de toute façon, bon, Jarmusch, c'est pas un grand spécialiste, on va dire, en termes de méga mise en scène non plus. Il va jouer sur un côté très classique, mais dans ce film, il y a rien qui ressort en fait dans ce style. C'est ça le problème. Autant il arrivait à s'en sortir magnifiquement avec Only Lover Left Alive, et aussi avec un point particulier, un trait sur l'humour qu'il arrivait à rendre en plus Ghost Dog un peu détaché, mais là le trait d'humour ne marche absolument pas. Mais ça marche pas du tout et on a vraiment le film typique de l'intellectuel qui veut juger la pop culture, quoi. C'est ça. Et c'est malaisant comme tu dis, mais ça va au-delà du malaise. Moi j'ai pas ressenti de malaise devant le film, c'est juste quand on prend les gens d'un air aussi condescendant que ça, moi le film me parle pas du tout à aucun moment. Et même les choses que j'aurais pu m'énerver ou trouver ridicules, là comme c'est fait avec mépris, je m'en moque, quoi. Oui, c'est un film méprisable. C'est ça. Pour revenir un petit peu là-dessus, si la farce marche un premier temps, genre le zombie qui dit Chardonnay ou qui cherche le Wi-Fi, enfin bon, etc., etc. Mais la lourdeur avec laquelle il surligne le message et qui a largement été développé, comme tu l'as dit, 40 ans plus tôt, ce film est déjà oublié. Complètement. Voilà, tout simplement. Et il est très... Et je le comprends même pas dans la filmographie de Jarmusch en ce moment. C'est une énorme tâche. Tu vois, après Only Lovers Left Alive et Patterson... Et en plus, Only Lovers Left Alive, il sait très bien comment développer un cinéma de genre, en fait, dans son cinéma d'auteur, on va dire ça comme ça, en gros guillemets, avec le traitement du vampire. Mais là, c'est une blague monumentale, quoi. Voilà. Comme j'ai dit, c'est au mieux très maladroit, mais plus le temps avance, plus je le pense pas, et au pire insultant, méprisant. Ah, mais c'est ce que pour ma part, c'est un film méprisable, et pour le coup, j'espère que Jarmusch changera de ton assez rapidement. Oui. Pour le coup, on va faire une petite pause BO, donc on va revenir sur Mid-90s, Wave of Mutilation, un morceau des Pixies.
Et voilà, donc c'était les vagues de la mutilation des Pixies. Une petite blague. Voilà, Jim Jarmusch est sorti de moi. Oui, non, c'était l'instant Jim Jarmusch. Maintenant, dès que je vais faire une blague qui tombe à l'eau, je vais l'appeler ça l'instant Jim Jarmusch. L'instant Jarmusch. Donc, sans transition, on va faire du soap opéra Douleur et gloire. Non, je rigole. Pedro Almodovar. Voilà. En Espagne. Sorti donc le 17 mai. Douleur et gloire, un film original. Non, je déconne. Pedro Almodovar, donc, qui ressort un film. De quoi ça parle, Douleur et gloire ? Eh ben, ça parle d'un réalisateur. Cherchez les similitudes, il y en a partout. Un réalisateur vieux qui a connu. Presque. Je continue. Un réalisateur vieux qui réalisait des films à l'époque, mais qui n'en fait plus depuis parce qu'il souffre de douleurs physiques. Oui. Pedro Almodovar. Oh, c'est gagné. C'est gagné. Vous avez trouvé tout ça, c'est magnifique. Alors, ça parle de Salvador, donc voilà. Et il souffre, Salvador. Il a mal, il a très mal et il déprime. Il déprime pas mal, Salvador. Alors, il ne fait plus de films. Alors, il s'ennuie chez lui. Et un jour, on lui rappelle pour dire qu'un de ses anciens films, reconnu maintenant comme classique, va être diffusé à la Cinémathèque et va contacter l'acteur de l'époque pour revenir avec lui. Voilà, ça c'est vraiment le début et je vous présente le film comme s'il y avait une histoire et il n'y en a pas vraiment en fait. C'est simplement, on suit le personnage de Salvador, joué par Antonio Banderas, qui, je le dis tout de suite, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on lui ait donné le prix d'interprétation parce que masculine à Cannes, oui, pour il cette année. est formidable, Antonio Banderas. C'est vraiment, s'il y a une raison pour laquelle j'ai vraiment pu rester dans le film, c'est lui, parce qu'il interprète ce cinéaste-là avec sans jouer la dépression, la lourdeur. Non, il a quelque chose de profondément touchant, de profondément humain. Et voilà, on va juste le voir, et ben essayer d'avancer malgré tout. Il va tomber dans l'héroïne très rapidement, alors qu'il l'avait jamais touché avant, mais juste par curiosité, parce qu'il s'emmerde, Salvador. Il s'emmerde beaucoup, Salvador. Il va prendre un peu d'héroïne, voilà. Et on va le voir là-dedans. Et en même temps, on va avoir des séquences de flashback, lui étant gosse, avec sa mère, qui est jouée par Penélope Cruz, la très jolie Penélope Cruz. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film ? Eh ben, il m'a pas raconté grand-chose en fait à moi. Je suis désolé, mais Pedro Almodovar, ça fait quand même pas mal d'années qu'il nous pond toujours le même genre de film. Et là, on a encore un film qui se veut autobiographique. D'ailleurs, je pense qu'il y est à 81%. Je sais pas l'avis de Pedro Almodovar, mais voilà, un cinéaste vieux qui souffre, homosexuel, pardon, j'avais oublié de dire ça. Qui prend de l'héroïne. Qui prend de l'héroïne, du coup. Voilà, tous les éléments sont là, quoi. Voilà. Et donc, on navigue entre le passé et le présent de manière que je trouve un peu étrange. Moi, du mal, il y a toujours eu un moment quand ça revenait en flashback, ok, là c'est un flashback, ok, d'accord. Mais après, il y a vraiment des très bonnes séquences. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, Douleur et gloire, parce que il ne m'a pas touché, je me suis même ennuyé devant, mais je ne peux pas le considérer comme un mauvais film. Il y a vraiment des séquences qui fonctionnent très bien. La projection du film classique dont je parlais tout à l'heure se fait en fait par téléphone avec Salvador et son acteur, et ils sont défoncés à l'héroïne, et il y a un côté un peu drôle. Ce n'est pas grotesque non plus, c'est pas du cartoon, mais c'est très drôle. Il y a aussi toute une séquence où il y a l'amant de l'époque de Salvador, il y a son amant de l'époque qui revient, et juste cette discussion entre ces deux hommes-là qui ne sont pas vus depuis 30 ans, et j'ai trouvé vraiment cette séquence hyper touchante, parce que Antonio Banderas, encore une fois, comme tous les acteurs qui sont autour, d'ailleurs, pour le coup, Almodovar, il sait très bien diriger ses acteurs, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a toujours... on retrouve toujours aussi des couleurs très pop. Il y a vraiment un côté vraiment pop chez Almodovar. Des couleurs chaudes. Des couleurs chaudes, non seulement chaudes, mais aussi pétantes, quoi. Vraiment, ça aussi entre il y a du bleu vraiment très chaud, très pétant, du rouge. Voilà, c'est vraiment, on est dans du pop art. Mais le problème, c'est que un peu dans le style de Volver, par exemple. Complètement, voilà, ouais, complètement dans le style de Volver. Le problème, c'est que là, je suis désolé, mais la manière dont il traite ça. Eh ben moi, le réalisateur vieux, déprimé, bourgeois, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Vraiment, ouais. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas, quoi. Je suis désolé. Et la question que je me suis posée, c'est en quoi
moi, ça devrait me parler ce que tu me racontes là. Si ce n'est que le personnage me touche, ok, mais en quoi ça me parle ce que tu me racontes? Moi, je m'en fous en fait. Vos histoires de cinéastes vieux déprimés, je m'en moque. Quoi. Il y a des Vraiment. écrivains qui se permettent d'écrire pour se soulager, et il y a des réalisateurs qui font des films pour se soulager. Exactement, et c'est exactement la fin de Douleur et Gloire, que toutes ces séquences de flashback, je peux spoiler de toute façon, on va pas avoir un Almodovar pour pas être spoilé, ces séquences de flashback s'avèrent être à la fin en fait le film que Salvador se remet à tourner à la fin. Voilà. Donc ce n'est pas des séquences de flashback, mais c'est vraiment sa vie enfant qui est tournée par lui-même dans le film. Voilà. Donc hyper ça surligne ce que le film dit toujours depuis le début, c'est si tu veux aller mieux, relance-toi dans l'écriture, relance-toi dans ton art et ça irait mieux. Donc le message est pas mauvais en soi, hein, mais déjà entendu 50 000 fois et puis voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Le problème, c'est Almodovar. Moi, je l'aime bien quand il digresse, quoi. Donc, La Piel qui habito reste pour moi son meilleur film dernièrement, tu vois. Et il s'éloigne vraiment du style qu'il a l'habitude d'aborder. Mais expliquez-moi la différence entre Volver, La Mauvaise Éducation et celui-là. À part les histoires, j'en vois pas profondément, quoi. Ce qu'il raconte, c'est un peu toujours la même chose, le bonhomme. Et ça m'ennuie. Voilà. Mais parlons de choses sérieuses. Parlons de choses... Non. Là, ça va être les 10 minutes de la souffrance, ça va être les 10 minutes de la violence. Là, on va aborder le film pour lequel j'ai été beaucoup plus conciliant sur Douleur et Gloire à la sortie. C'est peut-être la purge du mois, on va dire ça comme ça. Je parle de Godzilla 2, le roi des monstres, de Michael Dougherty, sorti donc le 29 mai. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de l'agence Monarch, celle qu'on voyait dans le premier Godzilla, tu sais, avec Gareth Edwards, enfin 8 minutes de Godzilla pour 2 heures de film, qui tente au mieux de contenir la vague de monstres aux yeux du monde. Cependant, un incident va provoquer donc le réveil de ces créatures, et un combat titanesque se prépare entre Godzilla et Ghidorah. Ennemi ancestral. Et maintenant, vous avez un bouton, vous le prenez, il est là, je le vois là. Et voilà, c'est en mode automatique. Car oui, c'est ça le gros problème du film, c'est qu'en fait, je pense que tout le monde en a rien à foutre de ce film, si ce n'est ramasser la thune, forcément, pour les producteurs de la Warner et de Legendary, car tout est en mode automatique. On a l'impression d'avoir déjà vu ce film des milliards de fois, que ce soit les différentes fonctions, la présentation des plans, la mise en scène, les personnages, tout ce que l'on a vu dans ce film a déjà été traité et vu quelque part. Réalisé par le scénariste d'X-Men 2 et Superman Returns. Alors, X-Men 2, il est pas dégueulasse, je suis désolé. Superman Returns, il est dégueulasse. Le scénario d'X-Men 2, dans le genre je tourne en rond, il est pas mal hein, quand même. Non, faut arrêter. Non, X-Men 2, il est quand même sacrément chiant. J'ai dit qu'il est pas dégueulasse. Alors, comparé à Godzilla 2, c'est vrai qu'il est sacrément bien comparé à foutu. Godzilla 2, c'est-à-dire qu'en fait, le scénario, je pense qu'ils s'en battent la race. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous sortir un traitement comme ça, et puis après, c'est un ton sérieux. Ce qui est con, parce que si t'as envie de faire de la merde, autant rigoler là-dessus. Hein. Si tu vas faire un Fast and Furious, tu le fais, quoi. Mais ce qui est assez drôle avec Godzilla 2, c'est le choix de l'écriture par rapport au choix du casting. C'est-à-dire, on est au point, ils se sont pas foulés, parce que les personnages sont écrits par rapport au rôle que les acteurs avaient avant. C'est-à-dire que le grand méchant est joué par un des méchants de la grosse bouse de sa mère qui est Game of Thrones. Le papa Lannister de Game of Thrones. Donc il est méchant, forcément. D'ailleurs, il est traité comme éco-terroriste. Hein, alors, c'est le premier fou rire que j'ai eu du film, éco-terroriste. Alors, je voudrais bien savoir ce que ça signifie, éco-terroriste, déjà. Il l'explique comme un enfant de 4 ans, hein, t'inquiète pas. En fait, on est trop nombreux sur Terre, c'est le dérèglement, alors on va contrôler des kaijus. Ouais, tu vois le scénario de Avengers, Thanos, il a raison. Sauf qu'un claquement de doigts, c'est trop facile, alors on va prendre on va tout péter. Ghidorah, quoi, et ça va le faire. Pareil, la mère qui est jouée par le nom de l'actrice, c'est Millie Bobby Brown. Voilà, qui jouait aussi. D'ailleurs, qui joue Eleven, c'est la même chose dans ce film, hein, parce qu'elle a pas de pouvoir, elle sert à rien. Qui jouait dans Stranger Things, mais la mère. Vera Farmiga, très bonne actrice. Mais très bonne actrice. Mais qui sert à rien. Mais pourquoi on l'a pris ? C'est parce qu'elle a eu du succès dans Hérédité l'année d'avant, qui jouait c'est aussi pas Hérédité. le rôle. Hérédité, c'est Toni Collette.
Elle a joué dans Conjuring. Ah non, Conjuring, merci. Waouh, ouais, je m'en veux là. Tu confonds pas les deux, ça me plaît fend le cœur de confondre les deux. Mais qui jouait aussi la mère, aussi qui voulait absolument protéger tout le monde. Enfin, tous les personnages sont en fonction de ce qu'a fait l'acteur avant. Le seul qui essaye de s'en sortir, c'est Kyle Chandler qui est là. Qui fait, putain, mais non, en fait, non. C'est le pauvre. Pauvre, il essaye de s'en sortir quand même, hein, mais c'est très compliqué. Non, mais les personnages, même problème que, en fait, finalement, que celui d'Edwards, quoi. Ils sont un peu moins importants que dans le film de 2014. Mais en fait, on s'en fout royalement d'eux, c'est un truc de fou. Mais le problème par rapport au film de 2014, qui, bien que mauvais, avait l'avantage de proposer vraiment des séquences qui étaient assez marquantes quand même. Hein. Je veux dire, l'atterrissage sur la ville avec le Godzilla, c'était une sacrée bonne séquence. C'était l'une des... Ouais, voilà, c'était, on va dire, la scène qui montre que Gareth Edwards peut être un bon réalisateur. Mais quand il a trop d'argent et trop de mecs derrière lui, des producteurs, bah il se fait écraser. Parce que c'est vrai que la scène avec du Ligeti, quand il descend en saut à l'eau, ça c'était vraiment le côté iconique. Là, il n'y a rien d'iconique dans le film. Là, il n'y a rien du tout d'iconique. Il y a quand même un contraste absolu. Il y a quelques plans iconiques, mais après, la lumière est dégueulasse. Et après, de toute façon, toute la suite est insipide. Ils vont nous montrer des films de combat de kaiju. C'est génial, mais il n'y a aucun... Il y a aucune sensation de gigantisme à l'écran. C'est horrible. C'est purement horrible. Par moments, on a l'impression d'avoir en fait des... vous savez, les séquences de combat en 2D ou en 3D dans un jeu vidéo, eh ben, en fait, c'est pareil. Donc, en fait, on n'a aucune notion de gigantisme parce que oui, c'est juste on voit juste des immeubles, mais bon, c'est des immeubles au loin. Là, on a vraiment du plan rien. Soit très large, ou comme tu dis, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi, avec les deux. Et sinon, on est vraiment sur du très gros plan avec Godzilla qui fout Ghidorah contre un immeuble, mais comme tu vois qu'une petite partie de l'immeuble, t'as pas vraiment l'impression qu'il est vraiment en train d'écrouler la moitié de la ville d'un coup, quoi. Et du coup, soit tu fais un traitement au niveau humain où tu fais de la contre-plongée de dingue, soit tu fais un plan mais encore plus large. Tu fais limite un plan où tu vois toute la ville de Boston se faire péter par Godzilla et Ghidorah. Mais le pire, c'est qu'ils en font. On en voit souvent des personnages courir au sol avec les monstres qui se battent derrière. Le problème, c'est que la caméra est constamment en mouvement pour donner une idée de dynamique. Caméra à l'épaule, dégueulasse. Tout le temps. Dégueulasse. Et je me suis fait moi-même, c'est dire le niveau d'écriture, ils sont pas inspirés. Je me suis fait moi-même une blague à force d'en voir dans le film. Il y a 7 comptes à rebours dans le film. 7 putains de comptes à rebours. Est-ce que c'est... Voilà, le niveau 0 du suspense où tu dis « Oh, je sais pas s'ils vont s'en sortir. » Mais putain, ça fait 5 fois que tu nous le fais. Là, encore 2. Non, c'est ridicule. Et même le traitement de Godzilla, tu te rends compte qu'ils sont en panne sèche d'inspiration quand ils te font une surcharge de puissance. Mais Godzilla, il fait un Genki Daba. Mais en plus, le seul truc qui est original et qui en fait est bâclé, je pense malheureusement, c'est aussi le traitement en fait de... oui, certes, il y a une civilisation ancienne qui vénérait Godzilla. Ça peut être intéressant d'un certain point de vue. Mais après, ridicule. C'est maltraité. C'est ridicule. C'est maltraité, c'est ça qui est con. C'est ridicule. Puis Godzilla, il fait dodo et puis il attend son suppositoire à bombe nucléaire, ramené par ce pauvre Ken Watanabe, qui, on le salue, car tu as enfin terminé avec cette licence. Mais c'est très mauvais. Le truc, c'est que, encore se plaindre du scénario, c'est un peu hypocrite parce qu'on sait très bien comment ça va être. Le problème, c'est que le film est un tout petit peu plus généreux que celui de 2014. Mais pour avoir une vraie scène de combat, faut attendre 2 heures et elle dure 20 minutes, quoi. Vraiment, c'est... en fait, si, il y a quand même du combat avant, mais c'est juste, bof. Mais ils sont ridicules. Enfin, y a aucun... c'est pas impressionnant du tout. Ah non. Et vraiment, le gros combat final, même, je le trouve assez vite expédié, mais il faut attendre des heures et des heures de déjà vu, un scénario en pilotage automatique, en fait, et des acteurs, la plupart du temps, un peu perdus de ce qu'ils ont à faire. C'est ça. Et c'est assez fou dans tout ce foutoir, c'est qu'en fait, pour ma part, où je suis quand même un petit peu spécialiste des films de Kaiju Eiga, je trouve qu'en fait ils ont quand même respecté, on va dire, certains aspects des monstres de base. C'est-à-dire chez Lato, Ghidorah c'est une espèce extraterrestre. Il l'explique, je m'attendais pas à ce qu'il explique, tu vois. Pareil, Mothra, on comprend qu'en fait les 2 jumelles scientifiques, elles sont reliées télépathiquement avec la bestiole. Mais c'est ridicule. Après, il y avait le côté ridicule dans ces films de Kaiju Eiga, mais il y a un côté beaucoup trop sérieux par moment donné dans ce film qu'on se dit mais pourquoi vous n'allez pas au bout des conneries? Parce que balancer la bombe à oxygène, là tu dis ça y est, ils vont aller
ça y est, ça va commencer à partir loin dans la connerie et tout ça. Puis après, il y a le côté larmoyant avec la famille de Vera Farmiga et Billy Bobby Brown, dont on s'en bat royalement, désolé du terme, les couilles. On se dit juste, moi à la fin, je dis, enfin, heureusement qu'elle meurt, elle, parce qu'elle sert à rien. Et vu que la connerie qu'elle a fait au début du film, c'est la juste rétribution de l'histoire. Et puis d'ailleurs, l'actrice, on en fait tout un foin sur cette actrice qui joue dans Stranger Things, mais elle est nulle. Mais non, mais elle est à la mode. Enfin, elle est juste à la mode. Elle est à la mode. Mais dans 10 ans, on va l'oublier. Mais le problème, c'est qu'il faut que les Américains comprennent que quand ils abordent ce genre de film, arrêtez de vous prendre au sérieux, quoi. C'est très premier degré. Le film est ultra premier degré, en fait. C'est ça. Et c'est là, à la limite, que Disney est beaucoup plus malin que dans l'univers Marvel, parce que eux ont compris que c'était un élément de vraiment de pop culture qu'il fallait prendre comme tel et que c'était drôle. Et surtout parce que eux, les blagues, elles n'ont pas été écrites par Jim Jarmusch. Parce qu'il faut quand même retenir là-dessus, c'est qu'ils essayent de sortir des punchlines par rapport à 2-3 personnages, mais ça tombe à l'eau à chaque fois. On est du niveau de DC Comics. Parce que je dis la Warner. Pourquoi ? Parce que le problème du film, finalement, on voit peut-être la Warner. Parce que les blockbusters, de celui-ci, ça prend finalement tout ce qu'on voit dans les blockbusters assez insipides qu'on le voit actuellement. Ça prend les spectateurs pour des cons. Au lieu on va dire, de laisser les monstres en totale liberté se déchaîner, c'est ce qu'on a envie de voir quand on voit un film de Kaiju Eiga. Là, la Warner ne trouve rien de mieux qu'à enrober le film d'un miel sirupeux où le scénario vogue entre un gouvernement qui est pas bien, des militaires qui sont complètement belliqueux et une famille qui est l'amour plus fort que tout et tout ça. Militaires les plus cons de l'histoire, parce qu'à chaque fois ils disent des trucs et ils se font rattraper par le héros qui juste enregistrait des loups juste avant. C'est absolument ridicule. Alors pour terminer vraiment sur ce film, j'ai qu'une chose à dire, et c'est là la comparaison qui va faire très mal. On est très loin de Pacific Rim. Pour le coup, petite pause bio, on va bientôt quand même Godzilla laisser, versus King on va Kong, quand même laisser, on va quand même laisser la meilleure chose du film, c'est que Bear McCreary, qui a fait une BO à peu près convenable quand même, qui a utilisé des chants, je trouvais ça très important. À part le morceau de fin avec Serge Tankian, c'est là, j'ai juste crève. Il a quand même repris le morceau de Godzilla, le thème de Godzilla, donc le fameux thème sorti en 54, et pour le coup, c'était très bien pour la renaissance du personnage en plein milieu du film. Pour le coup, on vous laisse là-dessus.
donc c'était un extrait issu du film Godzilla et non pas le morceau de fin qui est absolument dégueulasse. Ça, c'est vrai qu'il j'y repense. De reprendre Godzilla de Bluster Cult et foutre Serge Tankian dessus, c'est peut-être l'idée la plus conne que j'ai jamais eue depuis très longtemps. On va s'arrêter de parler de Godzilla parce que sinon je vais encore m'énerver pendant 10 minutes. Et on va quand même parler du film peut-être maintenant le plus attendu parce que il va sortir donc aujourd'hui le 5 juin, mais c'est vraiment la grosse claque de Cannes, donc la Palme d'Or à l'unanimité, ce qui est quand même assez rare pour souligner dans un jury, même si c'est un jury conciliant, qu'on avait l'habitude de voir c'est chaque année. Et quand on avait vu les frères Dardenne arriver à Cannes sur les marches, j'avais peur. Je parle bien évidemment de Parasite de Bong Joon-ho, donc que j'ai vu en avant-première donc ces derniers temps. Donc oui, pour revenir donc sur ce film, alors l'histoire, je vais pas trop en dévoiler, mais en fait donc oui, c'est l'histoire d'une famille donc dont le fils a un tuyau par rapport à un de ses potes étudiants, c'est-à-dire en fait de le remplacer en tant que prof d'anglais alors que lui il n'est pas étudiant, il est juste à la ramasse parce que c'est une famille qui vit totalement reclus, et donc du coup va essayer de jouer là-dessus pour essayer on va dire de s'immiscer dans cette famille. Je vais plus revenir en lui-même sur le film est absolument génial. Mise en scène, scénario, interprétation. Il n'y a rien à redire sur ce film, c'est absolument incroyable. L'interprétation du père, j'ai oublié le nom de l'acteur malheureusement, mais c'est un acteur absolument incroyable qui avait déjà joué donc dans Memories of Murder et également dans Le Bon, la Brute et le Cinglé, dans un style un peu plus bizarre, mais ça marchait très bien. Juste pour revenir, ça fait du bien de voir les cinéastes coréens avoir la Palme d'Or, enfin surtout Bong Joon-ho, car oui, les cinéastes coréens aiment s'attaquer à leur système et à leur société très probablement plus pour faire réagir que par simple plaisir. Qu'il s'agisse de se moquer de la police, comme on a pu le voir dans The Chaser de Na Hong-jin, ou d'invoquer le burlesque via le cinéma muet pour critiquer le monde de l'entreprise, comme dans Hello Dae-young de Ko Bong-so, là, les films coréens mettent souvent en avant les anti-héros qui symbolisent les maux qui accablent totalement le pays. Parasite est en plein dans ce schéma total. Cette espèce de famille pauvre qui vit au crochet de la société et qui n'hésite pas à faire preuve de malhonnêteté. Et Bong Joon-ho va beaucoup s'amuser là-dessus. Et c'est ça qui fait la particularité de Bong Joon-ho, c'est d'avoir relié totalement thriller, drame et comédie à la fois. Rien ne tombe à l'eau à aucun moment. Il y a une scène avec une mise en scène et une tension absolument incroyable dans ce film. C'est une scène donc, qui se déroule dans le salon de la famille bourgeoise. J'en dis pas plus. Là-dessus, Seb, tu vas attention, moi je te stoppe, hein. Moi je te stoppe. Vas-y, continue. Non, mais il y a tant à dire de Parasite et pourtant tout est de ne pas trop en dire pour en laisser le soin d'aborder le vrai coup de maître de ce réal. Et peut-être probablement pour ma part, peut-être même son plus grand film. Alors bon, il va y avoir des gros débats avec Memories of Murder, mais franchement, ne pas trop en dire. Faut que vous le voyez absolument. C'est un film absolument riche, audacieux, intelligent, qui ne cesse de nous surprendre, pardon. J'ai juste envie de retenir un truc là-dessus, c'est que une phrase de Bong Joon-ho qui m'a un peu fait titiller parce que je la trouve absolument parfaite et qui représente à la perfection ce film et qui va sur une version un petit peu tarabiscotée, mais j'ai adoré cette représentation. Il a dit donc: les curés ont la Bible, les avocats le code civil, nous les réalisateurs nous n'avons que notre instinct et nos mentors. Pour moi, c'est Hitchcock, Chabrol et Kim Ki-hoon. Et je trouve qu'en fait, oui, il y a un côté un peu Chabrol dans ce film, quand on y repense. Mais surtout, oui, la mise et le travail de la tension et le travail du suspense à la Hitchcock, il est totalement relié à travers ce film. Mais ça fait un moment Et Bong Joon-ho, en fait, ça tape pas vraiment à la gueule, mais il fait surtout du film social. Oui. Et ce film, il est extrêmement social. La fin, elle vous tape terriblement à la gueule quand tout est relié sur notamment le traitement du personnage du père.
mais vous ne rigolez plus à aucun moment parce que il y a toujours ce côté pas double lecture, mais il y a toujours un peu le moment donné où il y a le côté comique qui revient un peu par moment. Et non, la fin, vous ne rigolez absolument plus parce que tout va se dévoiler et tout va être relié à ce moment-là et vous le comprenez et vous allez vous mettre un taquet directement sur le visage. Non, pour le coup, je vais pas en dire plus sur ce grand film parce que pour ma part, c'est une Palme d'Or amplement méritée. C'est pas une Palme d'Or, d'ailleurs ça fait plaisir de pas avoir une Palme d'Or, on va dire politique. Oui. On est loin du côté très politique derrière. Il y a un côté social parce que oui, forcément, tout film a un aspect politique, ça saute plus ou moins à la gueule. Et je trouve que c'est ça qui fait la force de ce film, c'est que ça restera, à mon avis, un film avec son côté social derrière, intemporel. Okay. Car il y aura toujours un côté, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, et forcément les mondes qui s'entrechoquent. Pour ma part, oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, je t'ai entendu. Ouais, non, non, je sais plus. De toute façon, je l'ai pas vu encore, donc j'ai pas grand-chose à dire. Non, mais pour terminer là-dessus, je suis très content que ce film ait eu la Palme d'Or parce que ça nous souffle enfin de tous les films qu'on a eu ces derniers temps, qui étaient politiques, qui nous disaient voilà, puis Michael Moore qui arrive avec Fahrenheit 9/11, enfin bref, toutes les merdes qu'on a eu ces derniers temps, qui méritaient véritablement pas ces Palmes d'Or par rapport aux les autres films qu'on a eu présentement. Le dernier film qu'on a eu vraiment où cette sélection a été faite vraiment pour sa réalisation et plus que par le message derrière. Oui. C'est le dernier en date, je pense que c'était Terrence Malick, et j'espère que Bong Joon-ho aura une aura encore plus internationale que Terrence Malick. Véritablement aussi, c'est un réalisateur qui, on va en parler dans la prochaine émission, un réalisateur très important dans tous ses styles, dans tous ses genres, et je vous laisse là-dessus parce que pour ma part, c'est un film absolument important que vous peut-être un des films de l'année même. Bong Joon-ho, je pense qu'il a passé le cap au-delà, c'est-à-dire qu'il est revenu après avoir fait des films, des coprods internationales, il est revenu en Corée du Sud, et je pense qu'en fait c'est un réalisateur qui mérite tellement le prix et tellement que le spectateur puisse voir ce genre de film. Et je suis très content qu'on ait eu la Palme d'Or parce que ça fait un gros big up à The Jokers qui nous présente les films notamment asiatiques depuis des années à la distribution, et eux ils font la teuf là, eux ils en peuvent plus, ils font la teuf, et je suis très content là-dessus. Je suis très content que ce film va avoir quand même une distribution assez exemplaire, pas qu'en France mais au niveau international, car c'est une Palme d'Or, c'est toujours ça aussi l'intérêt de ce film. Et voilà, Bong Joon-ho à l'aura de ses 50 ans, sa première Palme d'Or, ça fait très plaisir à voir. On termine donc l'émission là-dessus. On revient donc la semaine prochaine pour une spéciale sur ce réalisateur, donc Bong Joon-ho. Je vous laisse donc avec un morceau issu du film Parasite. Et donc, salut Seb, on revient la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, allez voir 90s, fuyez Jarmusch, Almodovar, de toute façon, ceux qui sont fans iront le voir. Godzilla 2, matez-vous chez vous, bourré. Ouais, voilà, non, matez-le vous chez vous. J'allais pas dire un dimanche, j'allais dire un dimanche matin à la place de Téléfoot, ça ira mieux. C'est ça. Et Parasite, moi je suis tout excité, donc on verra bien. Voilà, mais apparemment c'est un chef-d'œuvre. Oui, totalement. Super. On revient la semaine prochaine. Donc. À la semaine prochaine. 기름이 뿌연한 게 속에 힘껏 마시는 미세먼지 눈은 오지 않고 비도 오지 않네 바싹 메마른 내 발바닥 매일 하얗게 불태우네 없는 근육이 다 타도록 쓸고 밀고 닦고 다시 움켜쥐네 이젠 딱딱한 내 손바닥 차가운 소주가 술잔에 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해 마른 하늘의 비구름 조금씩 밀려와 쓰디쓰니 소주가 술잔에 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해
비가 오네